Bonjour Abdou Diallo, Bonjour. merci de nous accorder quelques minutes en cette fin de saison passionnante pour le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui explique justement cette saison moins souveraine que les précédentes? Si on regarde tous les championnats européens, tous les gros ont du mal. Aujourd'hui, le Real en Espagne, le Barça, pareil pour Liverpool. Ils ont tous du mal. C'est une année Covid qui a commencé avant avec le Final 8, qui termine après. Les autres années, on est déjà en vacances normalement. Donc c'est une année très spéciale, très compliquée pour tout le monde. Donc c'est pas totalement étonnant. Vous la sentez justement cette fatigue de l'accumulation quasiment des 2 saisons l'une à la suite de l'autre depuis l'été dernier jusqu'à maintenant? Forcément, on n'a pas eu de prépa et on enchaîne les matchs tous les 3 jours à une cadence infernale et avec des gros matchs aussi à jouer. Il y a la tension de la Ligue des Champions, de tout ça, c'est des paramètres que peu de gens prennent en compte, mais qui jouent beaucoup. Vous dites que les gens ne prennent pas en compte, justement, il y a eu un beau parcours en Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'en demi-finale, vous avez battu le Barça, le Bayern, de grands exploits, vous avez été éliminé par Manchester City, et vous dites que les gens ne prennent pas en compte, et après la défaite contre City, on a l'impression presque que les médias étaient presque déçus en disant ouais, bof, alors que dans 99% des autres clubs, ce serait énorme. Est-ce que vous Je ne sais pas comment le prendre. C'est peut-être bon signe, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attentes. S'il y a beaucoup d'attentes, c'est qu'on pense qu'on est capable de le faire. Je le prends plus comme ça. Après ouais, c'est sûr que beaucoup de tension, beaucoup d'énergie, beaucoup d'afflux nerveux dépensés. Et forcément, ça se ressent sur les matchs qui suivent. Et qu'est-ce qui a manqué justement pour passer ce cap de la demi-finale? La Ligue des Champions, c'est un niveau tellement haut que ça se joue à des détails. On voit le match aller, on prend 2 buts, on va dire évitables, mais en même temps, c'est des faits de jeu qui font que tu contrôles très peu de choses. Le coup franc qui passe entre 2 joueurs, ça se joue vraiment à des détails. Donc c'est compliqué de poser une analyse vraiment sur ces matchs-là. Donc là, vous voyez la petite marge, le petit truc qui reste pour espérer avoir ce trophée suprême. On va dire que contre le Bayern, à l'aller, on a été dominé dans le jeu, mais on a été beaucoup plus réaliste. Donc ça nous a souri à la fin. Contre City, ça s'est inversé. Donc je pense qu'aujourd'hui, on fait partie de ces clubs-là. On fait partie de l'élite du football européen. Maintenant, comme je dis, il y a un match, ça se joue à très très peu de choses, surtout quand le niveau s'élève. Donc il faut continuer à travailler, continuer de progresser surtout, et ça tournera en notre faveur pour la prochaine fois. Vous parlez des hauts et des bas, vous aussi, votre saison justement, ça a été fait de hauts et de bas. Si on se remémore quelques mois en arrière, il y a eu ce match à Monaco où vous avez dit qu'il y avait eu 99 de bons et 1% de dégueulasse, et notamment ce carton rouge et le penalty provoqué. Et il y a eu des très hauts, notamment votre présence dans les matchs aussi importants en Ligue des Champions. Avec un peu de recul, comment jugez-vous votre saison? À titre personnel, je suis plutôt positif. Positif parce que, comme tu dis, il y a eu des hauts et des bas. Mais je suis content d'avoir eu ces bas. Parce que c'est eux qui m'ont permis d'avoir des hauts. Ça te permet de rester focus, de te remettre en question, de travailler sur ce qui ne va pas. Et surtout de ne pas baisser en vigilance. Ce qui m'a permis aujourd'hui de performer à un poste qui n'est pas le mien aussi. J'ai dû dépanner l'équipe à gauche. Je pense que je l'ai bien fait puisqu'on continue à m'y mettre. Donc, positif. Après, j'aspire toujours à mieux, forcément, mais positif. Vous avez surmonté ça, les petites contre-performances, et puis aussi les petits pépins physiques, la Covid à un moment donné, et aussi le fait que je joue pas un poste pour arriver titulaire en fin de saison. Ouais. Alors, l'autre tournant de la saison, pour vous, au-delà du PSG, c'est aussi le fait que vous ayez décidé de jouer pour l'équipe nationale du Sénégal, un choix très commenté. D'abord, venons-en à l'origine, peut-être. Qu'est-ce qui a été le déclic, le moment où vous vous êtes dit, là, cette fois-ci, mon choix est fait, ce sera le Sénégal et pas la France? Je ne vais pas t'inventer toute une histoire. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça a été progressif. Je suis né en France et j'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal avant de signer au PSG. Et quand j'y suis allé, tu sais, quand tu es de France, tu as des informations qui te viennent à la française, avec une vision franco-française. Et donc, tu peux avoir des préjugés, des craintes, des interrogations. J'y suis allé. J'ai fait la démarche d'y aller. Je voulais découvrir de moi-même. Et quand j'ai découvert, les préjugés, ils tombaient un à un. Et puis après, j'ai pu mûrir cette réflexion pendant 1 an, qui a été compliqué aussi en club. Et quand c'est compliqué, tu réfléchis. Et au final, je me suis dit, mais je suis très bien là-bas. Je suis sénégalais. Et go. Justement, est-ce que vous avez des exemples de ce qui a changé dans votre vision des choses en allant sur place, justement? Parce que moi-même qui suis d'origine africaine, je sais ce que c'est d'avoir des préjugés. C'est quoi vos préjugés? On les connaît, les préjugés vus de France.
problème d'organisation, problème de ci, de ça. Alors qu'en réalité, quand j'allais en sélection en France, c'était aussi bien organisé que quand je vais en sélection du Sénégal. On a une équipe de très haut niveau, un coach de très haut niveau, un bon staff. La fédération est derrière nous. Donc en réalité, il n'y a pas de problème. Franchement. En fait, c'est même compliqué de te dire qu'est-ce qui est bien, puisqu'en fait, c'est juste normal, c'est le haut niveau, quoi. Je ne baisse pas de niveau en allant au Sénégal. Et quel a été le rôle d'Aliou Cissé, le sélectionneur justement des Lions de la Teranga, dans votre décision? On sait que souvent il vient en Europe rencontrer les joueurs, les binationaux comme vous, qui peuvent éventuellement être appelés en sélection. Quel a été son rôle justement dans votre réflexion? Bah, moi, ça ne s'est pas fait du tout comme ça. Comme je t'ai dit, ça a été un choix personnel, réfléchi. J'ai pris le temps et je l'ai eu une fois que j'avais pris ma décision. Je l'ai eu, il me semble, en janvier ou février, parce que je faisais les démarches pour avoir les papiers, tout seul. Donc moi, c'est allé totalement dans l'autre sens. C'est moi qui suis allé vers la sélection. Et lui, il a été content que je fasse ces démarches-là et il m'a pris directement. Ça a dû les ravir, en tout cas. J'ai l'impression, parce qu'ils m'ont très bien accueilli au pays. Donc, ouais. Une petite parenthèse sur Idrissa Gana Gueye, comme c'est votre coéquipier qui joue aussi en sélection, j'imagine qu'il a fait un peu de lobbying, non, peut-être auprès de vous? Bah, bizarrement, non. Bizarrement, non. Il m'a dit, honnêtement, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Je comprends ta position de binational, parce que c'est une position spéciale et que peu de gens comprennent. Mais moi, je peux te dire comment c'est. Je peux t'expliquer comment c'est. Je peux te dire, viens voir. Mais après, c'est toi qui prendras ta décision. Et c'est ce que j'ai fait. Justement, sur la question des binationaux, alors il y a beaucoup de polémiques, de tensions, d'incompréhension parfois des supporters. Vous, par exemple, vous étiez capitaine de l'équipe de France Espoir. Ouais. Dans différentes interviews, vous parlez aussi de votre volonté de jouer l'Euro, par exemple, voire même les Jeux Olympiques. Et paf, au mois de mars, on vous voit avec l'équipe du Sénégal. Exactement. Est-ce que vous comprenez justement que chez certains, ça peut étonner, voire choquer parfois ce côté? Oui, parce que beaucoup de gens nous voient comme juste comme des joueurs. Un truc qui illustre ça, c'est que la plupart des gens m'appellent Diallo. Ils ne m'appellent pas Abdou. Donc, ils ne prennent pas en compte qu'on évolue, on grandit, on voit des choses, on comprend des choses. Et donc, nos choix, forcément, ne sont pas les mêmes à 16 ans qu'à 25 ans. Et bien heureusement, d'ailleurs, ce serait grave sinon. Donc, comme je te dis, c'est quelque chose que j'ai pris le temps de mûrir. J'ai pris le temps de découvrir par moi-même. Donc voilà, c'est normal qu'à 16 ans, tu es né en France, tu as toujours vécu en France, tu es formé en France. On te dit pour toi, c'est la France, tu es capitaine. Et en réalité, les saisons passent, les matchs, les ci, les ça, tu n'as pas de vacances. Donc tu n'as pas le temps de vraiment découvrir et de vraiment, comment dire, te nourrir de toutes ces expériences-là, autres que celles du foot. Mais là, j'ai pu prendre le temps avant de signer au PSG. Et finalement, ça a changé ma vision. Parlons de ce voyage de 2019, avant que vous signiez au PSG. Lorsqu'on découvre le pays d'origine, et je suis encore une fois bien placé pour le savoir, il y a cette sensation d'arriver presque en terre promise finalement. Décrivez-nous un peu ce que vous avez ressenti à ce moment-là, en termes même d'appartenance. Vous dites oui, je suis sénégalais, mais en termes d'appartenance à ce côté sénégalais, cette culture sénégalaise, qu'est-ce qu'en arrivant, vous avez découvert qui vous fait dire là, ouais, là, il y a des trucs comme ça, je suis sénégalais, je le comprends maintenant. En fait, tu sais, les parents, même s'ils t'ont en France, ils t'éduquent en France, etc., il y a toujours quelque chose qui leur reste. Tu vois, il y a une culture qui se transmet, c'est comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte de plein de choses que mes parents m'ont léguées. Et je me suis dit, en fait, ça vient de là. C'est ici qu'on vit comme ça, c'est ici qu'on voit les choses comme ça, c'est ici qu'on réagit comme ça à certaines choses. Quoi, par exemple? Bah, déjà, l'hospitalité. Tu sais, nous, on est le pays de la Teranga. Et quand tu vas chez des gens qui sont sénégalais, tu le ressens, même si tu es en France. Et quand j'arrive à l'aéroport, en France, c'est « bonjour, vos papiers ». J'atterris au Sénégal, « bonjour, ça va? Comment allez-vous » Et l'avantage aussi, c'est que j'y suis allé alors que personne ne me reconnaissait. Donc les gens, ils ne se comportaient pas avec moi comme ils se comportent avec Diallo, mais comme ils se comportent avec n'importe qui. Donc c'est des petites choses comme ça du quotidien, c'est la culture en fait qui est comme ça et dans laquelle je me retrouve totalement. C'est ça justement, les petits signes, je sais pas, par exemple, moi je sais que pour moi c'est la cuisine par exemple, je peux mettre plein de sauces sur la scalise comme ça. Le tchaboudienne, le mafé, tout ça c'est chez nous et on a grandi avec ça, tu vois. On a grandi avec ça. Et justement, votre famille elle doit être fière, j'imagine, de vous voir jouer avec le Sénégal. Comment elle a réagi en vous voyant jouer la première fois avec les Lions de la Teranga? Pareil, comme je te dis, dans une famille binationale, c'est spécial.
C'est spécial, donc bah, tu as des gens qui vont se sentir beaucoup plus proches de la culture française, d'autres de la culture sénégalaise, d'autres qui vont être neutres. Donc même au sein de la famille, on voit pas toutes ces choses pareilles, tu vois. C'est vraiment, c'est spécial. Mais à la fin, ils m'ont dit, si c'est ton choix et que tu es heureux avec ça, nous on te soutient. Et finalement, quand j'y suis allé de moi-même, ils ont tous dit, on aimerait bien y aller la prochaine fois avec toi, machin. Donc non, c'est cool. En tout cas, cette volonté, au-delà de jouer avec le Sénégal, la volonté du rapprochement culturel aussi, c'est important de renouer avec les origines plus en profondeur. Bien évidemment, bien évidemment. Aujourd'hui, au-delà du foot, on représente un pays. On a toute une nation derrière nous qui a son histoire, qui a sa culture, qui a envie de vibrer avec cette équipe nationale. Et nous, on les représente, donc c'est pas seulement du foot, c'est bien plus que ça. Revenons au football un instant. Dans l'équipe du Sénégal, il y a du matos, comme vous avez dit. Il y a des joueurs incroyables à tous les postes, d'Edouard Mendy, le gardien, jusqu'à Sadio Mané devant, justement. Petite question peut-être à ce propos. Vu que le Sénégal a du matos, mais qui n'a pas de palmarès pour l'instant, pas de CAN en tout cas, maintenant, pour la CAN en janvier prochain, ça paraît presque obligatoire de gagner. Obligatoire. On fait partie des favoris, on ne va pas se cacher. On ne va pas se cacher. Tout le monde le sait, tout le monde le revendique, machin. Mais être favori, ça ne veut rien dire. Ça fait des années que le Sénégal est favori et c'est qu'un statut. C'est qu'une revendication. La réalité, elle se passe sur le rectangle vert. Il faut faire le taf. Parce que qui dit favori dit plus de responsabilités. Et si tu foires, ça fait grincer des dents. Donc, on ne va pas se cacher. Mais par contre, il faut faire le taf. Et jouer avec un joueur comme Sadio Mané, qui est une méga star, vous qui jouez au PSG avec des joueurs comme Neymar, comme Mbappé, est-ce que vous mettriez sur le même plan, par exemple, en termes d'ampleur? Bah, forcément. Parce qu'aujourd'hui, il est champion d'Europe, champion d'Angleterre. Il est ballon d'or africain. C'est... Il y a Eladji Diouf qui est avec nous en sélection. La dernière fois, je lui touche l'épaule. Et pour rire, il dit, c'est la première fois que tu touches un ballon d'or. Tu vois, donc bien sûr que ces joueurs-là, je les mets dans... C'est des joueurs de classe internationale. Ouais. Un mot sur les matchs à venir du mois de juin. 2 matchs amicaux, du coup, parce que les éliminatoires ont été reportés. C'est qu'en termes d'organisation, bon, on peut revenir, c'est un peu le welcome dans le football africain avec ses méandres. Cap-Vert et Zambie au programme. Est-ce que c'est un bon moyen de vous intégrer plus? Parce qu'au mois de mars, ça a été un peu compliqué avec la Covid, arriver rapidement, repartir rapidement. Oui, bah c'est l'occasion de surtout m'entraîner avec les gars, trouver des automatismes. Parce qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, j'en connais déjà beaucoup. On se côtoie. Si on ne se connaît pas directement, on connaît quelqu'un qui connaît ce quelqu'un. Donc l'intégration au groupe n'est pas difficile. Maintenant, sur le terrain, il faut des automatismes. Il faut qu'on se connaisse bien, qu'on se comprenne bien et qu'on se coordonne. Donc ça va nous permettre de bosser tout ça. Pour terminer cette interview, un mot sur votre livre, Le coup d'envoi de nos rêves, que vous avez écrit pendant le premier confinement. Le voici, un livre avec plein d'anecdotes sur vos années de formation du côté de l'AS Monaco. D'abord, pourquoi avoir écrit ce livre? Pourquoi? Parce que les gens desquels je suis le plus proche, c'est mes amis de formation, parce que j'ai grandi avec eux. De mes 15 ans à mes 20 ans, j'étais avec eux et c'est des années où, en réalité, on grandit. C'est des années cruciales dans la vie d'un jeune homme. Et on est toujours resté en contact. Donc, amitié de plus de 10 ans aujourd'hui. Et on s'est dit, si on fait un truc, faisons-le ensemble. On se fait confiance. Et au final, ça a débouché sur un livre. Vous êtes 4 à avoir écrit ce livre. Vous êtes le seul à avoir atteint le très très haut niveau. Certains ont été pros actuellement à certains moments, mais vous êtes le seul à avoir atterri au Paris Saint-Germain, donc dans le très très haut niveau. De ce constat-là, justement, qu'avez-vous eu peut-être de plus que vos 3 autres amis qui ont écrit le livre pour arriver à ce niveau-là? Alors, premièrement, il y en a un qui n'est pas fini. Il y en a un qui arrive très très fort, Dylan Bamboula. Il joue en Ligue 2 en ce moment. Il est en train de retourner la Ligue 2 anglaise. Donc j'ai espoir qu'il touche à la première ligue. Là, j'espère qu'il ira en Championship direct. Et sinon, qu'est-ce que j'ai eu? C'est difficile de moi le dire, parce que c'est compliqué de se juger soi-même. Mais justement, ce Dylan, il a une anecdote. C'est qu'à l'époque, à Monaco, on était en pro ensemble. Et tous les matchs, on était remplaçants. Et moi, à chaque fois, je regardais la compo d'équipe comme si j'allais être titulaire. Et j'étais déçu d'être remplaçant. Mais tous les 3 jours, tu vois, c'est beaucoup, c'est répétitif. À un moment donné, il me regarde et il me dit, mais t'as cru quoi? C'est tout le temps comme ça, t'as cru quoi? Et je lui avais répondu, apparemment, je m'en souviens même plus moi, je m'entraîne pour jouer, je suis prêt à jouer. Et quand tu me mettras, t'inquiète pas, je serai prêt. Et selon lui, c'est ça qui a fait la différence. Donc...
Comme Voilà. quoi, ça tient un peu de choses, hein, une C'est carrière de footballeur. Il y a l'aspect financier également qui est abordé dans ce livre. On voit il y a beaucoup d'argent même dès l'adolescence, dès vos jeunes années, les voitures qui arrivent, la prime parfois du côté de Monaco, de Nice, de la Côte d'Azur plus généralement. C'est très facile de tomber dans la flamme finalement. C'est ce qu'on perçoit aussi également en lisant ce livre. Avec le recul, comment vous avez fait pour garder la tête froide, même une fois passé au niveau professionnel? Comment faire pour garder la tête froide et éviter de céder à tout ça? À titre personnel, j'ai été éduqué comme ça. Je viens pas d'un milieu favorisé. Bon, je vais pas faire la victime non plus, hein, voilà. Mais chez moi, tu jettes pas l'argent par la fenêtre. Tu connais la valeur de l'argent et c'est un état d'esprit que j'ai gardé encore aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était naturel. Après, c'est sûr que pour beaucoup, ça ne l'est pas. Et quand ils ont un peu d'argent en poche, ils s'écartent un peu du droit chemin. Mais c'est l'âge, hein. C'est l'âge. Tout arrive vite, tout arrive tôt. Et il faut être adulte avant l'heure si on veut réussir. Il n'y a pas de secret. Dernière chose, il y a également les réseaux sociaux. On voit, vous parlez d'Insta, de Snap, etc. Dans le livre, il y a beaucoup de débats également actuellement autour des dangers des réseaux sociaux. Justement, vous, quelle est votre position là-dessus? Comment faire pour éviter les dangers, par exemple, parfois des mauvais messages qu'on peut recevoir, des mauvaises rumeurs qu'on peut recevoir, etc., etc. J'en parlais cette semaine avec mon agent d'ailleurs. Et je lui disais que je suis content d'avoir eu les réseaux tardivement. Puisque j'ai pu me développer en tant que personne, tranquillement dans mon coin, sans avoir ce regard des gens et cette approbation générale de tout le monde. Et donc quand je suis arrivé sur le réseau social, je savais qui j'étais, je savais qu'est-ce qui me rendait heureux. Et j'avais pas ce truc de « je veux plaire aux gens ». Et je pense que c'est la plus grosse dérive aujourd'hui des réseaux. C'est qu'il y a une espèce d'uniformisation de la société, tout le monde veut plaire aux gens, et donc est prêt à tout faire pour plaire aux gens, et donc faire la même chose que tout le monde. Et dernière question, aujourd'hui vous avez 25 ans, joueur du PSG, joueur du Sénégal. Après le coup d'envoi de vos rêves que vous avez pu donner à l'époque à l'AS Monaco, ce serait quoi pour vous la suite idéale de carrière? La suite idéale de carrière? Je me pose souvent la question, je sais pas. Parce qu'en réalité, même la carrière que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas imaginée. Je ne l'avais pas imaginée et je préfère pas l'imaginer honnêtement. Je pense qu'il vaut mieux prendre tout ce qui m'arrive à fond et puis aller le plus haut possible, tout simplement. Profiter de la vie. Profiter de la vie, essayer d'être heureux et le reste, ça suit. Le reste, ça suit.